Imaginez un décor vibrant. Des usines américaines fonctionnant à pleine capacité, le vacarme régulier des chaînes de montage et la perspective de millions d'emplois fraîchement créés. C'était l'image qu'on avait promise au pays, celle d'une renaissance industrielle enfin concrétisée. Pourtant, aujourd'hui, le réveil est rude. La situation réelle s'éloigne totalement de ce récit optimiste. Pour le 8e mois d'affilée, le cœur manufacturier des États-Unis ralentit au lieu de s'emballer. L'indicateur ISM, considéré comme le thermomètre incontournable de l'activité industrielle, a plongé à 48,7%. Et ce chiffre est crucial. Une valeur en dessous de 50 n'indique pas simplement une pause, mais bel et bien une régression. Normalement, les politiques publiques auraient dû produire l'effet inverse, stimuler la fabrication, relancer les ateliers et impulser une véritable réindustrialisation du territoire américain. Sur le papier, tout semblait aligné pour un bond spectaculaire. Dans la pratique, c'est une glissade longue et continue qui se déroule sous nos yeux. Alors, comment un plan censé être porteur d'espoir a-t-il pu se transformer en véritable échec ? La réponse se résume en une expression : une tempête parfaite. Des mesures, pourtant pensées pour apporter des solutions, ont généré toute une série de nouveaux problèmes, tandis que le reste du monde, lui, a poursuivi sa route sans attendre que l'Amérique modifie unilatéralement les règles économiques internationales. Il ne s'agit pas simplement de mauvais indicateurs. C'est la preuve que l'ensemble de l'ossature industrielle américaine subit une pression immense et que les promesses initialement brandies apparaissent désormais totalement creuses. Au centre de ce déraillement, un responsable inattendu émerge. Un instrument présenté comme un rempart, mais qui s'est finalement retourné contre ceux qu'il devait défendre, les tarifs douaniers. L'idée paraissait simple: taxer l'acier et l'aluminium importés pour en augmenter le coût. Le but ? Pousser les entreprises à privilégier le Made in USA et protéger les aciéries nationales. Sur le papier, la stratégie ressemblait à une muraille censée préserver des secteurs stratégiques. Mais un piège majeur s'y cachait. Pour une aciérie qui fabrique ce métal, il existe des dizaines d'usines qui l'utilisent. Constructeurs automobiles, marques d'électroménager, entreprises du bâtiment. Tout ce tissu industriel repose sur l'acier. Dès l'instauration des droits de douane, le prix de leurs matières premières a explosé. Les témoignages recueillis sur le terrain sont unanimes. La flambée du coût de l'acier constitue désormais un obstacle colossal. C'est l'illustration parfaite d'une mesure pensée pour sauver un secteur précis, mais qui se transforme en fardeau colossal pour tous les autres. Et au-delà du choc financier immédiat, ces taxes ont provoqué quelque chose d'encore plus corrosif, l'incertitude. Combien de temps ces mesures resteront-elles en vigueur ? Vont-elles augmenter ? Vont-elles s'assouplir ? Ce climat de doute permanent agit comme un poison pour l'économie. L'investissement déteste le flou. Quand une entreprise ne peut plus anticiper ses coûts ou ses futures marges, elle gèle ses projets. Pas d'extension d'usine, pas de nouvelles embauches. À cette charge déjà lourde vient désormais s'ajouter une pression supplémentaire. Ce ne sont plus seulement les métaux qui coûtent cher. Les rapports montrent que les entreprises paient davantage pour tout. L'énergie qui alimente les machines, les pièces détachées, la logistique indispensable. Les dirigeants industriels se retrouvent emprisonnés dans un dilemme insoluble. Première option, augmenter les prix pour compenser, en prenant le risque de perdre des clients qui se tourneront vers une concurrence étrangère plus abordable. Deuxième option, absorber les surcoûts afin de rester compétitif, mais sacrifier instantanément leurs marges. Dans les deux cas, l'entreprise glisse vers les pertes. C'est cet étau financier qui étrangle aujourd'hui le secteur manufacturier américain. Une combinaison toxique de coûts artificiellement gonflés et d'inflation généralisée. À chaque nouvelle pression, il devient plus difficile pour ces entreprises de simplement maintenir leurs machines en fonctionnement. À chaque tour de vis, il devient plus difficile de simplement garder les lumières allumées. Pour mesurer avec précision la gravité de la situation actuelle, il suffit d'observer un seul indicateur, le PMI, l'indice des directeurs d'achat. C'est en quelque sorte le stéthoscope appliqué au torse de l'industrie américaine, capable d'indiquer si le secteur respire encore ou si son souffle faiblit dangereusement. Aujourd'hui, ce marqueur vital se trouve en état critique. Petit rappel essentiel, une valeur supérieure à 50 indique une expansion. En dessous, elle signale une contraction. Or, le PMI s'est récemment établi à 48,7%.
Mais le pire se cache dans ces détails internes. Ce chiffre n'est qu'une moyenne. Ces composantes, elles, plongent toutes dans le rouge. Les nouvelles commandes, d'abord, diminuent nettement. Elles représentent le carburant même de l'activité. Lorsque le carnet de commandes cesse de se remplir, les chaînes de production s'arrêtent mécaniquement. Et c'est exactement ce qui se déroule actuellement. Plus préoccupant encore, le volet dédié à l'emploi stagne autour de 46%. Concrètement, cela signifie que les entreprises manufacturières licencient davantage qu'elles n'embauchent. Mois après mois, ce sont des milliers de bulletins de salaire qui disparaissent. Pendant que le tissu industriel américain s'enfonce dans ce mélange toxique de taxes, de coûts croissants et d'incertitudes, une question fondamentale se pose. Que fait le reste de la planète ? La réponse est évidente, elle avance. Dans l'économie mondialisée, les capitaux et les chaînes d'approvisionnement se comportent comme de l'eau qui s'écoule. Ils cherchent continuellement la voie la plus fluide, ce qui signifie qu'ils évitent les zones instables, les tensions douanières, les environnements économiques trop volatiles. Aujourd'hui, cette trajectoire contourne de plus en plus les États-Unis. Les multinationales ont entamé ce que les spécialistes nomment la grande reconfiguration. Elles réorganisent entièrement leur réseau de production pour les rendre plus robustes, moins dépendants d'un seul pays ou d'une seule région, et mieux répartis. Pour cela, elles déplacent leurs sites industriels vers des zones considérées comme plus stables, plus prévisibles. Il ne s'agit pas de dire qu'un territoire est forcément meilleur qu'un autre, mais de rechercher la fiabilité. Si une route commerciale est entravée par des droits de douane, des tensions politiques ou une législation fluctuante, alors ces entreprises n'hésitent pas à ouvrir une nouvelle voie dans un autre pays. De nouveaux partenariats viennent ainsi voir le jour, notamment en Asie et en Europe, créant des circuits commerciaux autonomes qui n'ont plus besoin de s'appuyer sur les anciens pôles américains. Dans ce nouvel environnement globalisé, le secteur manufacturier des États-Unis, trop focalisé sur ses crises internes, s'expose à un danger immense, celui de devenir progressivement marginalisé, comme effacé de la carte industrielle mondiale. Car, pendant que Washington tente de gérer son chaos domestique, d'autres nations saisissent l'occasion pour imposer leurs propres règles et dessiner les futurs centres névralgiques de la production mondiale. Mais où s'en va donc cette activité industrielle qui disparaît peu à peu des statistiques américaines ? Elle ne s'évanouit pas dans l'air, elle se déplace. Pour comprendre cette mutation, il faut changer d'angle. Des pays émergents comme le Vietnam ou l'Inde ne volent pas les usines américaines. Ils deviennent simplement les héritiers naturels d'un système économique en pleine transformation. Ils attirent désormais un flux massif d'investissements internationaux en offrant exactement ce que les capitaux recherchent aujourd'hui. Une stabilité politique, des coûts de production très compétitifs et une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée. C'est une expansion discrète, mais spectaculaire. Le Vietnam s'installe comme un acteur incontournable de l'assemblage électronique. L'Inde, de son côté, accélère dans les secteurs des smartphones et de l'automobile. Ces nations ne se contentent pas d'accueillir les investisseurs. Elles injectent des sommes colossales dans leurs infrastructures. Ports modernisés, réseaux électriques renforcés, avantages fiscaux, tout est conçu pour séduire les entreprises mondiales. Pour un grand groupe international, l'équation devient limpide. Il ne s'agit pas de patriotisme économique, mais de garantir la pérennité de l'entreprise. Et dans ce calcul froid, les arguments des économies émergentes s'avèrent difficilement contestables. Revenons toutefois au sol américain, car derrière chaque dixième de point de PIB perdu, il y a des vies bouleversées. L'indicateur le plus inquiétant reste l'indice de l'emploi, coincé à 46%. Ce chiffre n'est pas une abstraction statistique, il se traduit par une réalité implacable. L'industrie américaine licencie désormais à grande échelle. On n'est plus dans une simple pause des recrutements, on est dans une vague de suppression massive. Ces colonnes de chiffres masquent des drames humains concrets, des familles qui perdent un salaire, des prêts immobiliers qui ne peuvent plus être remboursés, des budgets déjà serrés qui implosent. C'est le prix social direct de cette stratégie commerciale. En voulant protéger l'acier, on a fragilisé la stabilité de milliers de foyers. Pour saisir toute la violence de la crise, il faut parfois zoomer sur une région emblématique. Prenons l'exemple de la zone couverte par la Réserve fédérale de Philadelphie, un cas révélateur. En septembre, son indice manufacturier affichait un respectable plus 23,2. Confiance, croissance, dynamisme, tout semblait au vert. Puis un mois après, en octobre, effondrement total, moins 13,8. Ce n'est pas un simple tassement, c'est un arrêt cardiaque économique. Une chute aussi brutale signifie qu'un rouage essentiel a lâché. Les carnets de commandes se sont vidés presque instantanément. D'un mois à l'autre, des ateliers auparavant animés
se retrouve silencieux ou réduit à tourner au ralenti. C'est cela la contraction observée sur le terrain, soudaine, dure et impitoyable. Philadelphie n'est pas une exception, c'est un signal d'alerte. Si un choc aussi violent peut toucher un bastion industriel en quelques semaines à peine, alors toutes les régions du pays sont potentiellement vulnérables tant que les coûts explosent et que l'incertitude perdure. Et ce n'est qu'une partie du problème. Dans l'économie globale, chaque action entraîne une contraction. Quand Washington a imposé ses taxes douanières, le reste du monde n'a pas accepté cela sans réagir. Les autres puissances ont mené des représailles ciblées avec une précision chirurgicale. Elles ont visé des secteurs sensibles, notamment les exportations agricoles, issues du cœur rural américain. Conséquence, l'économie des États-Unis encaisse un double impact. D'un côté, les industriels payent leurs matières premières beaucoup plus chères à cause des droits de douane. De l'autre, les agriculteurs et exportateurs voient leurs débouchés internationaux se fermer sous l'effet des taxes de représailles. Ce bras de fer met en lumière une réalité difficile à admettre. L'ère où les États-Unis dominaient seuls le commerce mondial est révolue. Les partenaires de Washington possèdent désormais les moyens de répondre et de répondre efficacement. Cette stratégie solitaire risque paradoxalement d'isoler davantage l'économie américaine au moment même où elle aurait besoin d'alliances fortes. Mais cela ne signifie pas que l'Amérique a abandonné le combat. Face à la dégradation du paysage industriel, Washington déploie une contre-offensive de grande ampleur. L'État mobilise des ressources financières gigantesques en injectant des dizaines de milliards via le CHIPS Act et l'Inflation Reduction Act. Le message est limpide. Il ne s'agit plus de tenter de sauver les secteurs traditionnels vieillissants, mais de repositionner le pays sur les industries d'avenir. L'objectif est d'attirer sur le sol américain les moteurs économiques du futur, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les technologies liées aux batteries et aux énergies de pointe. Cette stratégie s'accompagne d'une nouvelle philosophie appelée French Shoring. Plutôt que de chercher l'autarcie, les États-Unis redessinent leurs alliances économiques. L'idée est de réorienter les chaînes d'approvisionnement vers des nations considérées comme fiables et amicales, comme le Mexique ou l'Inde. C'est une tentative de créer une sorte de forteresse industrielle élargie, fondée sur la confiance et non sur le coût minimal, loin des zones géopolitiques instables. Mais une interrogation majeure demeure, et elle déterminera l'avenir économique de toute la décennie à venir. Ces investissements massifs suffiront-ils à contrebalancer les obstacles actuels ? L'argent public peut-il compenser l'inflation généralisée, la concurrence agressive d'Asie et les perturbations créées par ces affrontements douaniers ? La course est lancée. Reste à savoir si la capacité d'innovation américaine sera assez forte pour panser les blessures que le pays s'est infligées, en grande partie, par ses propres décisions. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de toute cette situation ? Est-ce que selon vous, l'industrie américaine parviendra à redresser la barre ? Pensez-vous que ces stratégies peuvent vraiment fonctionner à long terme ou au contraire, qu'elles aggravent encore les difficultés ? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis absolument chacun d'eux. Merci du fond du cœur pour votre attention et pour votre fidélité à la chaîne. Votre soutien fait vivre ce contenu et m'encourage à vous proposer des analyses toujours plus complètes et approfondies. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire dès à présent et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une autre analyse du même genre. Prenez soin de vous et à la prochaine.